Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et, s'il vous plaît, nous dire où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Alors, je vais déjà présenter le site. Nous sommes sur le parc aquacole à Pointe-Noire, en Guadeloupe, Côte-Saulvent. Nous produisons ici des wessous et des poissons. Je suis François Herman, donc cofondateur de l'entreprise sur laquelle nous sommes, ex-directeur de coopérative aquacole, ex-technicien de coopérative aquacole également en Martinique. Donc une longue histoire aux Antilles depuis 30 ans dans l'aquaculture. Et de quand date l'activité aquacole aux Antilles? Alors les premiers essais remontent à 75 en Martinique, 77 en Guadeloupe, donc c'est une histoire qui a une quarantaine d'années. Combien d'aquaculteurs comptait le secteur les dernières années? Alors les dernières années, ça dépend quand. Avant 2009. Avant 2009, on avait encore une trentaine d'aquaculteurs sur Martinique et Guadeloupe qui produisaient principalement en eau douce, donc du wessou et un petit peu de tilapia. Et alors en 2009, vous découvrez la pollution au chlordécone. Comment vous la découvrez? Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, par une campagne d'analyse, on avait quelques inquiétudes. 2009, la limite maximale résiduelle, donc le taux acceptable de chlordécone passe de 200 à 20 microgrammes. Et là, on se rend compte que 95% de nos producteurs ont des productions contaminées. Donc là, c'est le coup de bambou, c'est le coup de massue, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête parce que on se rend compte que la filière va être décapitée, elle va disparaître. Nous ici, on a cette chance, on n'est pas sur une zone contaminée, mais ça nous a aussi impacté parce que notre métier, c'était de vendre des bébés wessous à l'ensemble des producteurs des deux îles. Et du jour au lendemain, on a perdu tous nos clients. Alors très concrètement, pour les personnes qui nous regardent, l'abaissement des LMR, qu'a-t-il signifié pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire quand on abaisse la LMR? Ça signifie que du jour au lendemain, alors qu'on était considéré comme un produit sain, on devient un produit potentiellement toxique. Ça veut dire aussi que certains aquaculteurs se sont dit mais finalement est-ce que je n'ai pas empoisonné les gens via mon activité, alors qu'ils n'y sont absolument pour rien. Et le paradoxe de cette histoire, c'est que toute l'aquaculture antillaise s'est basée sur des principes un petit peu d'éthique de production entre guillemets durable, sans aucune utilisation de pesticides, sans aucune utilisation d'antibiotiques, de médicaments, sans pollution des slaves, donc dans des logiques vraiment de respect de l'environnement du consommateur. Et nous avons été les premiers impactés par cette chlordécone. La première filière à être décapitée par cette contamination. Donc à la même période, vous recevez un courrier des autorités sur place. Que vous indique ce courrier et comment les autorités vous accompagnent? Alors le courrier annonce les taux de chlordécone des dernières analyses, signale aux aquaculteurs que s'ils ne sont pas dans les clous, qu'effectivement ils sont très au-delà, qu'ils peuvent faire des contre-expertises s'ils le souhaitent, mais qu'en l'état, leurs produits ne sont pas considérés comme consommables, donc ils n'ont plus le droit ni de vendre, ni de commercialiser, ni de consommer leur production, c'est-à-dire ils n'ont plus le droit de travailler. Et qu'est-ce qui vous a été proposé en remplacement? Alors, des petites solutions gentillettes, on va dire. Certains aquaculteurs ont touché 7 000 € pour renoncer à un investissement d'une vie. Et cet investissement, est-ce que vous pouvez le chiffrer aujourd'hui? Combien d'argent fallait-il pour investir dans un fonds de commerce pour avoir une aquaculture à l'époque? Alors écoutez, à l'époque, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par hectare d'étang, c'est surtout des vies. Il n'y a pas seulement le critère financier, c'est que quand vous faites ces métiers-là, c'est toujours par passion, c'est un investissement sur le long terme. Et puis c'est aussi souvent le souhait de pouvoir transmettre soit à ses descendants, soit à un successeur. Et là, tout s'écoule. Alors avant 2009, vous étiez 8 aquaculteurs en Guadeloupe? Alors nous étions 12 en Guadeloupe, une vingtaine en Martinique. Et aujourd'hui, il reste, je parle là d'aquaculture d'eau douce uniquement, il reste à ma connaissance un aquaculteur en Martinique et nous sommes 2 en Guadeloupe. Alors comment expliquez-vous la survie de votre ferme aquacole? Eh bien, par miracle, nous ne sommes pas dans une zone contaminée. Alors c'est vrai que nous sommes en Côte-Saulvent, c'est le relief ne s'est jamais prêté au développement de l'industrie bananière, excusez-moi pour le terme. Mais voilà, et donc du coup on a cette chance entre guillemets d'avoir été épargné. Sinon effectivement on aurait été comme tout le monde contraint à la fermeture. Vous avez travaillé avec Soisig Lemoine, chercheuse à l'université des Antilles Guyane, en poste donc à l'université de Fouillol, pour essayer de comprendre la contamination des wessous. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Comment le chlordécone se retrouve
dans nos rivières et dans les bassins du coup qui sont les vôtres? Alors l'idée c'était effectivement d'essayer de comprendre ce qu'on appelle la cinétique de contamination. Comment à partir d'un animal, d'un organisme sain, on va arriver à le contaminer. Nous au départ vraiment ça nous a complètement aussi remis en question toutes les hypothèses qu'on avait faites. On pensait que le principal mode de contamination était la bioaccumulation, c'est-à-dire qu'un petit organisme contaminé, mangé par un plus gros jusqu'au consommateur final et avec une accumulation le long de la chaîne alimentaire. Et en fait on s'est rendu compte que la contamination par balnéation, donc par diffusion passive, était extrêmement importante sur les crustacés. Vous prenez une petite crevette saine, vous la mettez dans son frigo, c'est 0,02 microgrammes par litre de chlordécone, c'est-à-dire des quantités infinitésimales, vous la contaminez en 3 semaines. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène passif de contamination vers l'organisme qui est extrêmement efficace chez les crustacés. Vous qui avez mis toute votre vie dans l'aquaculture, quel sentiment est le vôtre aujourd'hui par rapport à cette pollution? D'autant que, vous me le disiez, vous êtes aussi ingénieur agronome, donc vous avez été sensibilisé, formé à la question des pesticides. Ah oui, c'est vrai que quand on était étudiant il y a quelques années, ce qu'on nous expliquait dans les écoles d'agronomie, c'était que le summum, c'était les OGM, les pesticides, la sélection génétique. Et bien ce genre d'événement remet tout en cause. Je pense vraiment qu'il faut revenir à des systèmes beaucoup plus respectueux de l'environnement et de l'humanité tout court, des systèmes plus rémanents, plus résilients. Il faut vraiment tout revoir. On peut pas continuer comme ça. Et donc voilà, pour moi c'est une prise de conscience extrêmement, je dirais presque violente. Dernière question. On parlait de la commission d'enquête parlementaire qui va se tenir très prochainement. Qu'est-ce que vous pourriez attendre de la justice? On n'attend pas de condamnation. On voudrait simplement qu'on décortique les mécanismes qui ont permis la mise sur le marché de tels produits pour éviter que ça continue. C'est pas possible. On ne peut pas mettre des produits sur le marché avec aussi peu de recul. Il a fallu 10-15 ans pour qu'on se rende compte que c'était la catastrophe. 10 ans d'utilisation d'un produit nous plombe pour 500 ans. Quel gâchis. François Herman, je vous remercie. Merci.